La Saint-Valentin n'est pas seulement la fête des amoureux comme on le croit, vous le verrez. Les personnes qui n'ont pas de partenaire ont aussi décidé cette année de se retrouver ce 14 février. Objectif, montrer qu'être Saint-Valentin ou Valentine n'est pas du tout honteux. Et puis, manque de matériel pour l'accouchement dans les formations sanitaires publiques. C'est ce que dénonce le SISMAB, le syndicat des sages-femmes, maïeuticiens et accoucheuses du Burkina. C'était au cours de son 6e congrès ordinaire. Voici pour les titres. Bonjour mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver. Elles aident à donner la vie, c'est d'ailleurs leur mission, une mission noble, mais les acteurs que sont les sages-femmes, maïeuticiens et accoucheuses disent travailler dans des conditions périlleuses. Réunis au sein du SISMAB, le syndicat des sages-femmes, maïeuticiens et accoucheuses du Burkina, elles dénoncent non seulement un manque de matériel, mais surtout le fait que leurs membres soient victimes d'agressions sur le lieu de travail par certains accompagnants de patients. Plus de précisions avec Majid Bakouan qui a assisté au 6e congrès ordinaire du syndicat. Le SISMAB, le syndicat des sages-femmes, maïeuticiens et accoucheuses du Burkina, tient ici son 6e congrès ordinaire. Un congrès pour passer au peigne fin les difficultés liées à la profession. Des difficultés qui commencent par le manque de matériel dans les formations sanitaires. L'insuffisance de matériel adéquat pour pouvoir travailler. Parce qu'une sage-femme maïeuticien, quel que soit en tout cas l'aéropage, les acquis sur ses compétences, tant qu'il n'y a pas de matériel conséquent, il ne peut pas être efficace. Donc voilà le premier problème auquel ils sont confrontés. Et sur le terrain, il y a de plus en plus l'insécurité. Je ne parle pas de l'insécurité liée aux attaques djihadistes et autres, non. Il y a une insécurité même au sein de la population qui fait que de plus en plus, ils ou elles sont agressés sur le lieu de leur travail et ça hypothéque vraiment la bonne marche du travail. Ont été également discutées à cette rencontre les différentes préoccupations qui feront l'objet de revendications. Et voir dans quelle mesure nous pouvons faire des recommandations actualisées pour que justement le ministère puisse nous accompagner, pas seulement le ministère de la Santé, mais toute partie prenante qui peut en tout cas nous aider à mieux améliorer le vécu des sages-femmes, des maïeuticiens et des accoucheuses du Burkina. À ces congrès ordinaires, le SISMAB a procédé au renouvellement de ses instances. Un bureau fort de 15 membres avec à sa tête Inès Kabouri. La pandémie de la COVID-19 était également au menu de cette rencontre. Ici, chaque membre a été édifié sur le rôle qu'il doit jouer dans la lutte contre la propagation de cette pandémie. À présent, ces images, le président du Faso vient d'atterrir ce matin à Djamena au Tchad, où il prendra part ce lundi 15 février même à la 7e session ordinaire de la conférence des chefs d'État du G5 Sahel. Il s'agira pour les dirigeants du groupe des 5 d'évaluer la situation sécuritaire dans la zone sahélienne 1 an après le sommet de Pau en France et envisager de nouvelles stratégies de lutte contre le terrorisme. À noter que le président français Emmanuel Macron, longtemps annoncé pour cette rencontre, ne sera finalement pas présent dans la capitale tchadienne. À Ouagadougou, lui, était également absent à la rencontre qui devait se tenir ce matin avec les premiers responsables des transporteurs du Burkina. Le ministre des Transports, Vincent Dabilgou, s'est excusé à la dernière minute. Il aurait une entrevue avec le Premier ministre. Du côté des transporteurs qui se sont pointés dans la salle de rencontre, c'est l'incompréhension, car selon eux, il s'agit d'abord d'évaluer les questions très importantes, notamment celle de la réouverture des frontières. Abdou Azissari. L'objectif de cette rencontre qui devrait se tenir entre les transporteurs routiers et les ministres en charge des transports et celui du commerce
était de trouver un compromis afin de faciliter la réouverture des frontières terrestres. Mais elle a été finalement reportée car les ministres sollicités à la primature pour d'autres affaires n'ont pas pu se présenter à la réunion. Une réunion pourtant capitale pour la survie du secteur des transports. Vous avez vu que les sujets à débattre sont très importants. Il y va même de la survie de notre secteur, le transport routier. Le secrétaire général a fait pratiquement la genèse de tout ce qu'on allait, tout ce dont on devait débattre ce matin. Nous pensons que c'est très important que tous les acteurs soient présents le jeudi, afin que, effectivement, comme il l'a dit, nous puissions sortir de l'ornière. C'est le 18 février prochain que les deux entités vont finalement se rencontrer. En plus du dossier de la réouverture des frontières terrestres, d'autres sujets comme la question des 100 milliards de francs CFA mis en place par le gouvernement pour soutenir les acteurs économiques, y compris les transporteurs, sera également au cœur des échanges. Tout autre chose, à présent, la chefferie traditionnelle, un pan important de la culture burkinabé, puisque les chefs traditionnels, vous le savez, sont les garants des us et coutumes du pays. C'est donc tout logiquement qu'après sa nomination, la toute nouvelle ministre de la Culture se rend au palais du Moronaba, chef des Mossé, Élise Ilboudo, d'y être allée demander conseil afin de réussir sa mission. Arsène Konitamde. Au palais du Mogonaba, la nouvelle ministre de la Culture vient prendre des bénédictions. Nommée il y a quelques semaines, il était de bon ton pour Élise Ilboudo de venir demander l'accompagnement du chef des Mossé avant le début de sa mission. Une mission dont l'un des principaux axes est la préservation des us et coutumes du Burkina Faso. J'ai eu une audience avec son Excellence le Mogonaba pour me présenter et puis demander ses bénédictions parce que nous sommes sur ces terres. Et qui parle de culture, parle également de la chefferie traditionnelle. Et il relève donc de notre ressort de venir vers eux, de leur demander leur bénédiction, leur accompagnement, leur prière pour que notre mission puisse bien se dérouler. Et leur dire que nous sommes des partenaires et nous restons disponibles pour en tout cas écouter leurs doléances, leurs propositions, leurs conseils pour que nous ayons une cohésion sociale sur cette terre du Mogo. Le Mogonaba Baongo dit être honoré de la visite de la délégation. En garant de la tradition Mouaga, il exhorte le département à travailler d'arrache-pied pour la préservation des valeurs traditionnelles et à la valorisation des contes et mythes qui font la richesse du Burkina Faso. L'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina s'agrandit. 18 nouveaux membres font officiellement leur entrée dans cette société savante qui regroupe des enseignants-chercheurs de divers domaines. Elle a pour mission de contribuer à promouvoir le développement socio-économique du pays à travers les sciences, les arts et la culture, entre autres. La remise des certificats d'admission a eu lieu en présence de Justin Amonto. La famille Sciences et Sagesse s'agrandit. Ils sont au total 18 nouveaux membres élus à rejoindre l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina Faso. Ils reçoivent par catégorie de collège leur certificat de membre titulaire. Parmi ces nouveaux membres figure le ministre en charge de la fonction publique, le professeur Seni Mahamadou Ouedraogo. Moi, j'ai un profil de juriste et en cette qualité de juriste, j'ai peut-être la chance de toucher à beaucoup de matières de droit public, finances publiques, du droit administratif, des droits de l'homme au droit constitutionnel. Donc, c'est d'être auprès de ces aînés-là, modestement, et puis de contribuer à la réflexion. En tant que femme, de par mon expertise, je reste disponible pour toute sollicitation de l'Académie. Voilà, donc pour ce qui concerne la gestion des maladies tropicales négligées, pour ce qui concerne la prise en charge des pathologies fongiques et aussi bien d'autres sollicitations. L'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina, en salle BF, est une institution de l'État dont la mission est de mobiliser tous les savoirs pour un développement humain durable à travers la production et l'exploitation des résultats de la science pour le mieux-être des populations. L'Académie
a pour mission aussi d'appuyer l'État pour relever les défis du développement. Nous sommes appelés à répondre à toutes les préoccupations en termes de recommandations scientifiques pour le gouvernement. Donc, l'apport de ces 18-là va vraiment renforcer les capacités de réflexion de l'Académie. Il est important que tout ce que le pays compte comme experts puisse être regroupé dans une structure indépendante qui donne son point de vue sur des questions importantes pour le développement économique, social, culturel, harmonieux du Burkina Faso. Tous burkinabés, ces nouveaux membres titulaires sont issus entre autres des collèges sciences naturelles et agricoles, sciences de la santé humaine et animale, sciences humaines, lettres, arts et culture, sciences juridiques et politiques, sciences économiques et de gestion, et enfin, sciences et techniques. Dans l'actualité internationale, nouveau rebondissement dans la présumée responsabilité de la France dans le génocide rwandais. Un document confidentiel dévoilé par la presse montre que le gouvernement français de l'époque a laissé délibérément des génocidaires s'enfuir. C'est un document confidentiel qui tend à démontrer un peu plus la part de responsabilité de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda. Un télégramme datant de 1994, dévoilé par Mediapart et auquel Euronews a également pu accéder, montre que le gouvernement français de l'époque a laissé en tout état de cause les génocidaires s'enfuir. Nous sommes le 15 juillet 1994. Les principaux membres du gouvernement génocidaire sont dans une zone contrôlée par l'armée française. Selon l'ONU, environ 800 000 personnes, essentiellement issues de la minorité Tutsi, ont été tuées en 3 mois. L'ambassadeur de France au Rwanda réclame alors des instructions claires au gouvernement français. Nous n'avons pas d'autre choix, quelles que soient les difficultés, que de les arrêter ou de les mettre immédiatement en résidence surveillée, en attendant que les instances judiciaires internationales compétentes se prononcent sur leur cas. Extrait de la réponse du ministère des Affaires étrangères occupé alors par Alain Juppé. Vous pouvez en revanche utiliser tous les canaux indirects et notamment vos contacts africains en ne vous exposant pas directement afin de transmettre à ces autorités notre souhait qu'elles quittent la zone humanitaire sûre. Un télégramme signé de Bernard Rémier, conseiller du chef de la diplomatie française, devenu patron des services de renseignement extérieur français. Ce document est issu d'archives inexplorées auxquelles le chercheur François Graner a pu accéder après une longue bataille judiciaire. Les autorités françaises ont laissé partir les auteurs du génocide sans les arrêter, alors même que l'ONU n'avait pas tranché à leur sujet. Donc, je veux dire, au lieu de les garder à la disposition de la justice internationale, on les a fait partir de la zone contrôlée par l'armée française. Et en sachant très bien que c'était eux les responsables du génocide des Tutsis, les organisateurs. Et signe d'un certain malaise, l'auteur du télégramme demande à ce que ce message soit transmis de manière indirecte. Le monde entier avait les yeux tournés vers le Rwanda à ce moment-là, hein, et donc c'était évidemment pas du tout assumable de dire qu'on accordait l'impunité aux génocidaires. Alors c'est dans la continuité du soutien français à ce régime. Le régime, les autorités françaises n'étaient pas génocidaires elles-mêmes, mais elles avaient misé sur des alliés pour garder leur mandat dans la zone d'influence française. Et la France n'en a pas fini de rouvrir ce sombre dossier de l'histoire. L'enquête judiciaire sur l'opération française turquoise, accusée par des survivants d'avoir sciemment abandonné des centaines de Tutsis, n'a toujours pas été tranchée par les juges. Le Premier ministre de l'époque, Édouard Balladur, a annoncé début janvier l'ouverture prochaine de ses archives, tout en assurant que l'opération turquoise avait, je cite, assuré la sauvegarde des victimes. Sport, football, à présent, la CAN U20 se tient actuellement en Mauritanie. Le pays hôte a perdu hier en match d'ouverture, 1-0 face au Cameroun dans le groupe A. Les étalons juniors, logés dans le groupe B, jouent leur premier match contre les Aigles de Carthage de la Tunisie ce soir à partir de 16h, temps universel. Les coulisses de l'avant-match de ce choc avec notre envoyé spécial à Nouakchott, Luc Pakbelgué. Ok, ben il est normal qu'on aille chercher des informations sur l'équipe adverse. Ça, on est en football, il faut faire les recherches, sinon on ne progressera pas. Nous sommes allés chercher des informations sur cette équipe tunisienne. Et nous avons participé au tournoi en Tunisie l'année passée, où on a été invité par les pays arabes pour participer à ce tournoi. Donc ça veut dire que nous avons des données par rapport à ce que l'équipe tunisienne est capable de faire.
dire que nous sommes en football, on peut avoir des informations. Ces informations, il faut savoir les utiliser. Et à tout moment, il y a des changements par rapport à tout ce que nous voyons. Par rapport maintenant à la deuxième question qui est du climat, nous sommes dans un climat un peu semblable au climat burkinabé, point de vue chaleur à la température. Et nous retrouvons un peu dans notre climat ambiant. Voilà. Mais il faut dire qu'il y a des détails parce qu'il y a beaucoup plus de fraîcheur à des moments, et comparativement au Burkina. Mais nous nous retrouvons dans les climats. Merci. Mais vous êtes les favoris. Mais vous êtes les favoris. On est là pour apprendre. Parce que vous êtes habitués à ça. Vous faites combien de camps vous avez fait? 4 5 Donc nous on découvre le Burkina. Pour moi, le Burkina est un favori pour l'octroi du titre même, pas pour le coup. Donc c'est une bonne équipe. J'ai vu, moi, réellement, je le dis c'est une bonne équipe qu'on va affronter demain. Et j'espère qu'on soit les favoris. Et ce n'est que des rencontres de football. Tout ce qui se passe avant le match est un peu des prévisions qui ne sont pas réellement trop réelles, tu vois. Mais la vérité du match, la vérité du terrain, c'est ce que le terrain va nous montrer. Est-ce qu'on sera favori ou pas, ou est-ce qu'on va se qualifier? Voilà, nous vous parlions d'un élément sur la Saint-Valentin en début de journal. Malheureusement, chers téléspectateurs, nous ne pourrons pas vous passer cet élément dans cette édition. Toutes nos excuses, cela est dû à des problèmes techniques, mais nous vous le promettons, dans notre édition de 19h30, vous aurez cet élément sur la Saint-Valentin, cette manière originale pour des jeunes filles et garçons de célébrer la Saint-Valentin, des personnes qui n'ont pas de Valentin, ni de Valentine, mais qui ne s'apitoient pas sur leur sort. Ils ont décidé de donner une couleur à leur vie sentimentale ce 14 février. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent sur le programme sur notre chaîne. Bonsoir.